ganz herzlichen Dank. Schönen guten Morgen in die Runde. Ja, wir beginnen mit der Umsetzung der Restaurierungsrichtlinie. Nous allons commencer avec la mise en pratique de cette directive. Je vais vous montrer rapidement ce que nous avons fait avec un premier bilan de mon point de vue. Qui connaît cela en tant qu'avocat? Nous recevons régulièrement beaucoup de cas en Allemagne. Donc nous allons lancer la mise en œuvre donc, de la directive. Ça a été assez laxe. Il y a une loi sur, on appelle ça le cadre de stabilisation et de restructuration des entreprises, STARUK, Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, c'est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Donc je pense qu'avec les Pays-Bas, nous étions les premiers à le mettre en pratique. Avec la mise en pratique, nous avons toujours regardé vers les Pays-Bas parce qu'ils étaient en avance sur nous et je pense qu'il y a eu de l'inspiration à certains points, à certains égards. Et pour nous, c'était bien d'avoir quelqu'un qui a déjà réfléchi là-dessus et nous sommes assez surpris de voir que très peu de pays l'ont mis en pratique et cela nous intéresse donc de voir comment bien d'autres pays et la France ont fait cette mise en pratique. Parce que c'est intéressant comment la directive a été transposée. Donc, à partir du 1er janvier 2021, il y a quelques exceptions. Il y a par exemple quelque chose qui est mis dans une période de retard, c'est-à-dire les affaires de restructuration publique sera seulement en vigueur à partir du 17 juillet 2022. C'est donc quelque chose qui va être reconnu aussi au niveau européen. L'inscription se fera. Jusqu'à présent, les procédures ne sont pas encore publiques en Allemagne et c'est la raison pour laquelle dans la vie pratique, nous avons quand même des manquements parce que les entreprises de restructuration publique qui ne sont pas publiques, nous avons le problème que cette loi est aveugle. De manière structurelle, nous avons besoin d'être reconnus, de pouvoir effectuer dans tous les pays que nous touchons selon les règles relatives. Les cas que nous avons vus en Allemagne n'avaient pas encore l'implication européenne et internationale. Donc l'observation qui se fait actuellement est assez lente. Nous avons vu comment aux Pays-Bas les choses se font. On a accéléré énormément. Normalement, la législation est beaucoup moins vite. Et il faut dire aussi que la loi comporte à peu près 100 paragraphes. Elle est très détaillée. D'un point de vue artisanal, c'est une très bonne loi. Il y a certainement certains points où, lorsqu'on travaille avec la loi, on va se rendre compte qu'on aurait pu peut-être encore la modifier, l'améliorer, mais on trouve que cette loi est vraiment extrêmement bonne. Et la critique a été donc que c'était un très grand coup. Les gens étaient euphoriques, mais non pas la critique littéraire, pas la critique dans la presse spécialisée. Il y avait des banquiers qui ont dit que ce serait une grande folie parce que ce serait pas mis, on pouvait pas le mettre en pratique. Donc, d'une grande euphorie jusqu'à une critique fracassante, nous avons eu tous les échos. Je vais certainement en revenir au moment du bilan, mais entre le très grand coup et la critique fracassante, on a eu tout. Donc, je vais donc vous donner deux grandes idées aujourd'hui parce que je ne vais pas pouvoir en parler pendant des heures. D'abord, je vais vous le présenter de manière générale et tirer un premier bilan après presque 15 mois d'application de cette loi. Donc, nous avons, pour une sorte de grand vol, grand survol de cela, il y a un paragraphe. Dans le paragraphe 1, on parle de la détection précoce des crises et la gestion des crises. Après, la plus grande partie, ce sont les paragraphes 2 à 93, la plus grande partie. On parle de la crise de stabilisation et de restructuration. Bien sûr que le côté préventif est donc intégré. Et entre les paragraphes 94 et 100, c'est la modération de l'assainissement. C'est un élément très nouveau,
complètement nouveau dans le droit allemand, inspiré directement par la législation française. Et je suis vraiment curieux de voir comment, dans la pratique, nous allons voir ces résultats. Il y a un cas où on n'a pas avancé pendant 14 mois en appliquant de cette loi, mais il y a un potentiel quand même qu'on entrevoit de manière assez directe. Alors, première partie, les Allemands connaissent ça très bien. La détection précoce, il y avait dans la loi précédente l'article 2 qui n'a pas passé, où nous avons parlé d'un shift d'ideological duties. On avait prévu qu'au moment où une cessation de paiement risque, ça c'est un peu l'idée de la likelihood insolvency, ce qui fait partie de la détection du contrat, on avait prévu qu'à ce moment-là, la direction doit surtout correspondre aux intérêts des créanciers. C'était quelque chose qui était très discuté au moment de la discussion de cette loi, très disputé, parce qu'on est quand même très content que cela existe dans notre loi. Cela existe aussi dans la loi anglo-américaine. Donc, au fait, ce paragraphe n'a pas pu le faire dans la procédure législative. Cela n'a pas été retenu, mais peut-être ça va encore changer parce qu'il y a 10 jours, une plaidoirie a été faite par un avocat, un mi-avocat, qui a essayé de montrer pourquoi le shift of ideology duties devrait aussi pouvoir exister ou qu'on l'aurait. Théoriquement, c'est peut-être une voix minoritaire, mais nous avons quand même des débats assez controversés, des gens qui disent qu'il faudrait peut-être que l'Ashtarug soit plus efficace. Après, nous avons une surveillance des développements menaçant quand une entreprise finalement menace la pérennité, si la directeur ne fait pas de monitoring suffisamment tôt, est-ce qu'il finalement fait un acte négatif quand il justement ne réagit pas suffisamment bien? Nous avons quand même la possibilité de dire que nous allons certainement discuter encore les années à venir s'il y a des problèmes d'insolvabilité, surtout lorsque cela traîne des pieds avant d'être attaqué. Après, nous avons probablement, c'est lorsque il n'y a pas suffisamment d'argent, pas d'argent les 24 mois à venir, c'est le début initial de la procédure. Nous avons un procédé très modulaire qui est très flexible aux différentes personnes qui agissent. Seulement, la question est de savoir qui finalement peut lancer cette procédure. C'est le débiteur. Jusqu'à présent, est-ce qu'on peut dire à l'orateur qu'il parle moins vite? Cela est lié au shift of fiduciary duties. Est-ce que nous pouvons voir si, aux côtés du débiteur, la direction peut décider elle-même? Excusez-moi, c'était vraiment trop rapide. Il lit à une vitesse de parole qui est de 200% de la vitesse naturelle. Merci beaucoup. J'essaie de faire de mon mieux, dit-il. De sorte que, sur l'initiative, la demande du débiteur, nous sommes bien sûr là à prendre la décision ou à décider, à discuter qui prendra la décision de lancer cette opération, cette procédure, oui ou non. On demande donc, est-ce que ce sont les actionnaires qui ont le dernier mot à dire, la direction, de savoir s'ils vont lancer une procédure Staruk? Est-ce que les actionnaires doivent donner leur accord, oui ou non? Cette question aussi est une des questions les plus discutées en Allemagne.
où nous nous attendons encore la jurisprudence, mais je peux quand même avancer quelques idées. La voix plurielle, majoritaire dit que les actionnaires majoritaires auront leur mot à dire, auront le droit de la dernière décision. Est-ce que c'est une généralisation? Est-ce que ça va être est-ce que ça va être en quelque sorte normatif? Des fois, lorsque une entreprise est a complètement perdu son capital, les différents actionnaires étaient d'accord pour une mesure de restructuration et la direction, l'entreprise n'avait vraiment plus aucune valeur et la direction a dit seulement si vous nous me donnez 20 millions d'euros. Les autres ont dit, les actionnaires ont dit c'est du chantage, mais ils ont trouvé quand même un accord parce que nous, en tant que consultants de la société, pas seulement dans l'intérêt du cas, mais aussi c'était notre avis. Nous avons dit si l'alternative à une procédure Starhook est la cessation de paiement, et si cette cessation de paiement et si cette situation fait un dommage à tout le monde, mais aussi à tous les sociétaires, dans une situation de ce genre-là, la direction peut lancer une procédure Starhook même si les actionnaires ne sont pas d'accord. À ce moment-là, les actionnaires ont donné leur accord et la direction aussi. Et la direction n'a pas eu 20 millions, mais on lui a dit qu'au moment où il y a une sortie des créanciers financiers, qu'il aurait une part de 2 millions d'euros. Alors, comme clause la plus importante, ce n'est pas seulement le plan de restructuration lui-même, mais nous avons aussi la possibilité de désigner des structures de redressement. Ce n'est pas donc une procédure globale, mais le débiteur peut dire quelle partie serait possible à restructurer selon des critères bien fondés sur les faits. Nous avons la possibilité de parler avec le tribunal de sorte qu'en amont de la procédure, le tout soit discuté. Cela n'est pas liant, mais la cour, le tribunal est libre après de ses décisions, même s'il y a eu consultation en allemand. Et nous avons aussi la possibilité de mettre terme à des contrats dans la procédure Starhook. Et ça aussi, c'est un élément que nous n'avons pas appliqué en fin de parcours. Il y a donc une organisation, une autodirection sous la direction d'un agent de restructuration. Il y a la possibilité de le faire. C'est quelque chose que nous conseillerons toujours que ça se fasse à l'appel du débiteur parce que c'est quelque chose qui crée confiance. Nous pouvons aussi gérer les intérêts des différents débiteurs. Aussi, dans le cas de restructurer des dettes, ce sont des étapes que nous faisons maintenant d'une manière que nous ne l'avons pas encore fait. Nous pouvons gérer les droits, nous pouvons aussi transférer les différentes parts. Une décision majoritaire, décision à la majorité, on est allé au-delà de ce qui existait avant. Nous avons besoin d'au moins de 75% de tous les créanciers du groupe, pas seulement les créanciers qui font partie, mais tous. Ça, c'est la majorité maximale. Et puis, il y a aussi le cross-class gram-down, c'est-à-dire la priorité qui est une option pour la mettre en pratique. L'Allemagne a donc pris la décision d'une priorité absolue avec quelques ruptures, des ruptures qui, dans la pratique, sont plutôt moins importantes. Nous n'avons encore pas de règles spéciales pour les petites et moyennes entreprises et toutes les possibilités de recours contre un plan de restructuration sont un principe analogue aux possibilités de recours contre un plan d'insolvabilité. Cela
cela correspond assez bien au plan d'insolvabilité comme nous le connaissons déjà en Allemagne. C'est donc la première partie que je vais maintenant attaquer, un bilan après 14 mois. Nous avons quand même très peu de procédures judiciaires à observer. En 2021, il n'y a eu que 22 demandes aux tribunaux, 4 plans de restructuration confirmés par ces tribunaux avec un seul cas un peu plus grand. Les tout petits, on ne les a pas vus, les très grands, on n'en a pas vu. Et cela dit déjà, ou c'est un point de critique que je peux donner, avec les 100 paragraphes et de règlements, c'est très complexe comme œuvre et cela dépasse très souvent les PME. Sans consultants vraiment expérimentés qui peuvent gérer le programme de manière sensée, ils ne pourront pas le faire et nous avons beaucoup d'entreprises qui ont embauché leurs avocats, qui sont assez bien rodés, avec lesquels nous discutons, mais on a vu que cela dépasse de manière normale. Les avocats qui sont embauchés dans les entreprises sont largement dépassés par ces 100 clauses, où il y a beaucoup d'entreprises qui ne disposent même pas de leur propre avocat, leur propre juriste plutôt. Cela entraîne donc des coûts après. La durée de préparation, nous jugeons qu'elle est entre 5 et 12 semaines. Préparation de lancement du programme, parce qu'il faut encore homologuer beaucoup de choses. La modération de restructuration, très peu utilisée jusqu'à présent. L'idée, c'était quelle serait aussi une solution pour les toutes les petites et les moyennes entreprises, même si des frais aussi sont créés. Je pense que cette promesse ne s'est pas encore vue réalisée, mais nous voyons que cela peut un jour changer. Dans la pratique, il y a pas mal de questions qui se posent par rapport à cela. Est-ce que avec le shift of fiduciary duties, est-ce que cela a fait ses frais? Est-ce que ça a apporté ses frais? On ne le sait pas encore. La conclusion reste encore à tirer, mais nous allons le voir ensemble pour créer maintenant un pont dans la restructuration orientée sur les prestations, sur le résultat. C'est quelque chose aussi où dans la pratique, on pense que cela est plus facilement applicable. On attend le 17 juillet jusqu'à ce que la dernière tranche de cette loi rentre en vigueur et à ce moment-là, je pense que le champ d'application sera plus grand à ce moment-là. Ce serait le moment pour moi de clore ma contribution et de passer la parole à Elspeth qui, elle, nous montre comment les Pays-Bas ont mis en pratique cette directive. Et pour nous, ça a été vraiment le grand modèle que nous avons choisi. Andrea, thank you so much. First of all, I do apologize. My German and French are at a level that I can't give a presentation in either language, so you have to stick up with my English, I'm afraid. I thought of doing it in Dutch, but I thought that would be a little bit too far. So thank you so much for the invitation. It's an honor to participate in this panel in such distinguished company. As Andreas said, we started the VOA, as we call it, on the 1st of January 2021. The law enables companies to ask for the confirmation of restructuring plans for companies and natural persons with a business case. How does the law works? The newly introduced out-of-court restructuring procedure, aptly named the Court of Court Confirmation of Extrajudicial Restructuring Plans, better known as the VOA. Remember that, because I will call it like that all the time. Is the implementation of part of the EU Directive on Preventive Restructuring Framework. The VOA offers a procedure which is additional to the already existing possibilities of restructuring on a consensual basis. That was part of our
civil code. But that had to be on consensual basis with 100% approval of all your creditors. Apart from being the partly implementation of the directive, and it's the first part of the directive, Article 1 to 18 and 28, the WOA is also inspired by the US Chapter 11 procedure and the UK Scheme of Arrangement. One of the reasons why we were quite fast, relatively, in implementing the restructuring directives was because we had already a fierce advocate for the schemes of arrangement introduction in the Netherlands. That's Nico Tollenaar. And he started already in, I think his PhD was in 2016, and he was a crusader. So that was, he softened the minds in the Netherlands long before the restructuring directive was implemented by the EU. So that gave us a little advantage. The procedure is accessible, as I said, for companies and natural persons practicing an independent profession or carrying on a business with a registered office or place of residence in the Netherlands. That's the transportation of Article 4, Part 1 of the directive. The request for a restructuring can be made by the debtor, but also by the creditor. And if the creditor requests it, then he or she should have the COMI or the place of residence in the Netherlands, or a sufficient connection to should be the determining factor. The exact and precise basis of the jurisdiction for the Dutch courts is determined by the fact whether the debtor chooses for the public or the undisclosed private WOA procedure. Banks and insurance companies are, like in the directive, excluded. As I won't go into it, but as Andrea touched upon, there is a problem in recognition of the schemes. We had a discussion about it 2 weeks ago at the University of Amsterdam. There is this problem: what is the status of a judgment in an undisclosed procedure? Is it based on the EU insolvency? No. Is it based on the recognition of judgments directive? No. Or maybe yes, or is it? So, you know, I won't get into it, but it's a difficult problem. We have to find out. We didn't have any cases yet, apart from one, with an international breach. So all the cases we've had up till now in the Netherlands are primarily Dutch companies with Dutch creditors. The Act has two, as I said, restructuring procedures: the public procedures, which by the beginning of this year is listed in Annex A of the European Insolvency Regulation, and as I said, will have automatic recognition, and the undisclosed will be treated, the recognition will be governed by treaty or domestic private international law. That's funny, actually, I find, and I'm speaking here on a personal capacity. The undisclosed procedure is, in principle, conducted along the same legal lines as the public one. There is one exception only, and that is the undisclosed process means that the process itself is not listed in a public insolvency register. And as you probably guess, that's the best read register in the Netherlands. I don't know, I even never had a look in it. The WOA is a debtor in possession procedure as prescribed by Article 5, which allows the debtor to offer an extrajudicial restructuring plan to both its creditors and shareholders. The main goal of the WOA is to introduce a preventive restructuring procedure which will enable the debtor to restructure at an early stage and avoid insolvency. It may be used to restructure a company in order for it to continue its business, but it may also be used to accelerate the winding up and distribution of the debtor assets in an orderly fashion. And a natural person with a
business may also make use of the VOA. The result will be, in cases which are successful, a compulsory restructuring plan binding on all creditors whose rights are amended by the plan, if the plan is adopted by the required majority of creditors. How to start this process? The threshold for a company to be able to start a VOA process and to submit a plan is that it is reasonably expected that the debtor will not be able to continue paying its debt and its due and payable debts in the near future. And contrary to the German, it's in general this period will be between 6 to 12 months, so it's a shorter period. Another requirement is that the company will be able to continue to pay for its running costs of the company, including taxes and wages, during the planned procedure. These requirements must be met when a first request is made to the court. Most restructuring plans will start with the submission of a written declaration at the registry of the competent court of the debtor, by the debtor, the so-called restructuring plan declaration. The declaration can be viewed by the creditors and shareholders who are entitled to vote on the restructuring plan. However, as I said, the procedure can also be triggered by a creditor or creditors, shareholder, or the Workers' Council requesting, and the way they do it is not by depositing a declaration, because that is something the company itself is the only one that can do it, but by asking for the appointment of an independent restructuring expert who will then prepare a restructuring plan on behalf of the debtor. The debtor itself might also request the appointment of a restructuring expert. If the company thinks it's either not capable of preparing a plan itself, or when it deems it more credible, if an independent outsider draws up the plan. That's Article 5, Paragraph 2 of the Directive. In Paragraph 3 of this article in the Directive, 3 options are mentioned in which a restructuring expert can be appointed. The Netherlands only implemented the situation mentioned above, which is mentioned under Chapter C in the Directive, and that is on the request of the debtor or the majority of the creditors. In the VOA, it might even be requested by one creditor only. If requested by the debtor or by the majority of creditors, the request is automatically granted, apart from the 6 to 12 month period, which has to be checked by the court in order to avoid abuse of the process. But if it's requested by the debtor or by the majority of the creditors, then the court will not check further. In case of a moratorium, which is sub A of Article 5, Paragraph 3, there is no obligation to appoint a restructuring expert. I'll come back to that later. Apart from the restructuring expert, the VOA knows a second expert, and that person is not mentioned in the directive, which is called an observer. This observer may be appointed ex officio or at the request of a creditor. The observer must be appointed in case of a cross-claim cramdown. Its role is to supervise the plan procedure and guard the rights and interests of the joint creditors. The observer has no role in the drawing up of the plan. His role is confined to supervising the process and to inform the court if he is of the opinion that there is no chance of success for the proposed plan. The court can take actions upon that notion. The VOA does not prescribe the form or content of a plan. It leaves the debtor or restructuring expert a great deal of freedom to determine the plan's context and structure. It may apply to all creditors or to part of them. The only exception is that employee rights, wages and pensions, we recently had a ruling by the Supreme Court in the Netherlands that pension rights which were due are not to be restructured under the plan, are excluded from any restructuring via the VOA. How is the court involved?
There's no obligation of court involvement until the confirmation phase. That's completely different from the scheme of arrangement or Chapter 11 in the United States. The Act does not prescribe a convening hearing. The Act provides a framework for the procedure which will cater for early court involvement. This means that the debtor or the restructuring expert may choose, but is not obliged to apply to the court before the confirmation phase for a ruling. And rulings on the following aspects may be requested. Applying for a stay on enforcement actions, the moratoria, which is mentioned in Article 6 of the directive. If granted, this also means the automatic suspension of bankruptcy applications, either pending or submitted during the stay, prevent any creditor, also the secured creditors, of enforcing its claims, and ipso facto clauses are suspended. That's in line with Article 7 of the directive. This creates a more stable environment for the restructuring process. The stay will be granted if it's deemed necessary for the continuation of the business or the orderly winding down of the company. The stay must not harm the interests of the creditors in general or a creditor specifically. The stay may be a general stay or a stay for a selected group of creditors. The stay will be granted for 4 months, and a consecutive period, which is directly consecutive to the first period, of maximum 4 months may be granted. The total period of a stay can be only 8 months. This differs slightly from Article 6 of the directive. Creditors have the right to appeal for a lifting of the stay if the observer if an observer is appointed, which we often do with a moratorium. If we have a feeling that we can't grasp whether it's a viable option or not, the restructuring, we appoint ex officio an observer. We've done that a couple of times. If the observer is appointed, he may inform the court that the reason for the stay is no longer applicable, which might be a reason to lift the stay ex officio after hearing all the parties. Another aspect on which a ruling may be requested is the confirmation that transactions can be entered into Article 18 of the directive that concerns debt financing and granting of possible securities to financiers. Another option of a ruling, but that can only be requested at the confirmation hearing, is the termination of long-term contracts like you have in Germany as well. Not inspired by the directive, but part of the VOA are the following aspects on which a decision of the court may be asked at any stage before the confirmation hearing. And those aspects are issues that can be relevant for the content or agreement on the restructuring plan, such as the formation of classes, right to vote, the voting procedure, the content of information by the creditor, submitted by the creditor to shareholders and creditors, valuation principles, and whether the priority rule is correctly followed. In the British and American system, that is something which is discussed at the confirmation hearing. And we decided in the Netherlands to bring those discussions forward to ensure that the decision is taken before the confirmation hearing, and we can only have to look at the broader picture then. The judgments on these aspects that the court take are binding on the parties for the rest of the restructuring process. The point cannot be brought up again at the confirmation hearing. However, the ruling on these topics is only binding on creditors and shareholders who were invited to give their view on those questions before the court. So the debtor or the restructuring expert can ask the court, I'm planning to structure my plan like this, and this is the class composition, and this is the valuation, and there is a discussion with this creditor, and he says the valuation isn't right, will you please take a decision?
And if we want to have this decision binding on all the creditors, we have to invite all the creditors to give them their view. Not only the dissenting creditor, but all the creditors. And they have an opportunity to submit written submissions or oral submissions at the hearing, because there will be a hearing on those cases. And there is a kind of rest category, other measures which may be necessary for the protection of the interest of creditors and shareholders. There is one group which has a special position in the Netherlands, and that's the SMEs. A restructuring plan of an SME company can be offered by the company itself or the restructuring expert. However, in the latter case, the board of directors of the company has to agree to the submission of the plan in the court. If no such permission is given by the board of directors or the general assembly of shareholders, the restructuring expert or the debtor itself may turn to the court to ask for a ruling as an alternate consent. I just want to say a little bit more about class compositions, if I still have some time, and the right of secured creditors. A restructuring plan can apply to and may amend the right of all creditors and shareholders of the company. In the plan, the debtor must create different classes if claims or equity rights differ in such a way that they cannot be deemed similar. In general, this means that a plan can hold the following classes in order of priority: secured claims, preferential claims, unsecured claims, and in the unsecured claims there are different categories. One is SMEs, and that are companies with less than 50, and I think they will raise it to 75 employees in an extra draft of the Act, with an annual revenue of under 15 million and a total balance sheet value of not more than 12 million. Those creditors must get at least 20% return on their claim, unless there is a valid reason to deviate from this rule. And then we have the other unsecured creditors. Then we have the subordinate loans and equity. These provisions are in line with the priority rules as applied in the bankruptcy cases in case of payments to creditors. In the WOA, the general rule is, like in Germany, an absolute priority rule with deviations possible. The confirmation of the plan, in the Dutch plan, the creditors' meeting is organized by the debtor or the restructuring expert. The court has nothing to do with it. When there is no unanimity among the affected creditors and shareholders, and at least one in the money class has voted in favor, the debtor or the restructuring expert may request confirmation of the plan by the court. The threshold for a class to vote in favor is 66% in the Netherlands. In value, only in value of the outstanding debt or subscribed capital on which votes were cast in the class. After deposition, the results of the voting and submitting the application for confirmation of the plan, the court will set a date for the confirmation hearing. This has to take place within 8 to 14 days after the voting record was deposited and the application was made. In the Act, there are two types of grounds for refusal of confirmation of the plan: general grounds, which have to be looked into by the judge ex officio, and specific grounds. The general grounds are the usual ones, like procedural requirements are not met, information is not given, the compliance with the plan is not secured by the debtor, things like that. And we have specific grounds, but they must be brought up by a creditor who has voted against the plan, or by a creditor who has voted against the plan and who is in a class that voted against the plan. The first one is who has voted against the plan only and could be part of a class which voted in favor. Then the ground is that the best interest of creditors test is not met. The creditor who has voted against the plan in a class that voted against the plan, then the
threshold for the grounds for refusal is the fact that the priority rule has not been met. We know we do have a cross-class cram-down, like in the Netherlands, and I think I don't know how it is in Germany, but there is no appeal possible in the Netherlands. We, as judges, as district judges, are the first and only instance in these cases. And that's scary, I can tell you. Try to implement a new law where there's a lot of discussions about it, how to implement all the articles and provisions, and there's no appeal. So how did we solve it? By trying to create confidence of all companies, and especially also foreign companies and everything. The Netherlands has great ambitions, at least the government, of drawing in all kind of companies which are not able to go to England anymore because they're not in the EU and not under the EU regulations anymore. So how to create confidence that they're not a bunch of lunatics taking decisions, and there's no appeal to it. There is even not a specialized court in the Netherlands to make things worse. All 11 district courts have jurisdiction to decide upon the requests, and the relative jurisdiction is based on the Dutch Civil Procedural Code. So you can end up in Groningen, you can end up in Maastricht, you can end up in Arnhem, and you can end up in Amsterdam. However, the district court is the first and only instance. I said, this is the main reason why we as judiciary have decided to create a national group of judges who are specialized in these cases. All 11 district courts are part of this pool. Each court initially had one judge in the pool. During 2021, the pool has expanded by 11 extra judges due to the caseload. We have had over 175 cases already. And all judges have had an extensive training in all aspects of restructuring, not only in the legal ones, but also in the economic, financial aspect and in the art of valuation. I wouldn't say I'm very versed in it, but I know how to look at it. The reports we get. For the coming 2 or 3 years, this will be the chamber dealing with ROA cases. Each case is dealt with 3 judges from different district courts, all members of the pool. We have a monthly meeting among our judges where we discuss procedural aspects, but also discuss the recent cases. In this way, we try to create constant jurisprudence on which parties may rely. To come to a conclusion, the Dutch plan has the following key features, in my view. It's drafted as a framework. It's flexible. The process may also be initiated by the creditor by requesting the appointment of a restructuring expert. It has moratoria and an ipso facto clauses. There is a possibility to request a binding ruling on all aspects relevant to the scheme that creates deal certainty. The appointment of an observer in the interest of the creditors, and a cross-class cram-down is possible, and judgments are generally given within 14 days, if not earlier. No appeal possible. It has one extra advantage: the case is much faster closed. It's speedy, because no high court, no appeals court. In the Dutch legislation implementing the directive, most articles of the directive have been incorporated. Now, certain elements we haven't taken into account yet. I won't go into that. And one part we already had, and that is the restructuring of debts of natural persons. Since 1998, we have a paragraph in our law concerning the debt forgiveness for natural persons, even with a company, which means that if they meet all the requirements after 3 years, they are debt-free. They have a clean slate. And that's something we've been working for the last 25 years. Thank you. Merci beaucoup pour ces 2 présentations qui nous montrent très bien que nous avons des convergences et des différences.
La France a opéré la transposition donc, de la directive par une ordonnance du 15 septembre 2021 qui est entrée en vigueur au 1er octobre 2021. Donc c'est dire que par rapport à nos amis allemands et néerlandais, nous avons bien sûr beaucoup moins de recul sur l'application de la transposition. Mais nous souhaitions être dans le peloton de tête de la transposition en remplissant nos obligations. On le sait, la directive offre aux États membres un nombre d'options non négligeables qui est le fruit d'une longue discussion. Et de ce point de vue, évidemment, l'harmonisation dans les différents États peut être sensiblement différente. On vient de le voir de l'entendre avec les deux exposés. Il y a évidemment des mécanismes fondamentaux qui se retrouvent dans l'ensemble des transpositions. Le législateur français, lorsqu'il a mis en route le chantier de cette transposition, n'a pas caché à la fois ses ambitions et ses préoccupations concernant cette transposition. Et l'option a été prise de ne pas tout d'abord désorganiser le droit français. Évidemment, la période de transposition était délicate, on le sait tous. Également de réserver l'application de cette transposition dans les procédures de sauvegarde et de redressement à des entreprises de taille importante. Donc c'était une ambition qui a pu peut-être apparaître modeste, mais qui était donc guidée par le contexte et les difficultés traversées par les entreprises. Donc la transposition ne bouleverse pas le droit français de l'insolvabilité, mais elle apporte quand même des modifications très sensibles en ce qui concerne bien sûr la préparation et l'adoption des plans de restructuration. D'une part, et c'est un des aspects peut-être en droit français qui soulève un certain nombre de difficultés, c'est le fait que, évidemment, les classes de parties affectées se sont substituées au comité de créanciers dans l'ensemble des procédures qui peuvent être ouvertes en France avec des plans de restructuration, et également l'intégration de nouveaux mécanismes que nous ne connaissions pas, notamment le fameux cross-class cram-down, mais également on a pu constater avec cette transposition, je crois, une redistribution quand même des rôles dans le cadre de l'application des plans de restructuration. Je vais donc assez rapidement vous donner un panorama. Évidemment, l'évaluation, ou de moins le bilan, sera en France un petit peu plus léger, mais j'ai quand même pu avoir écho d'une procédure au moins qui fait déjà application des classes de créanciers, donc je vous en donnerai un aperçu. La première question qui s'est posée en droit français, qui était peut-être un peu plus particulière que ce qui s'est passé aux Pays-Bas et en Allemagne, c'est que bien, la France avait déjà un processus important de prévention des difficultés, avec un panel de procédures et c'est peut-être un peu prétentieux, mais finalement, nous avions un peu l'embarras du choix pour se demander quelle procédure allait pouvoir accueillir les nouvelles dispositions de la directive. Il y avait la conciliation, il y avait bien sûr la sauvegarde et la sauvegarde accélérée. Le parti qui a été pris assez rapidement a été de protéger la conciliation en droit français, de ne pas alourdir ce mécanisme avec quand même évidemment une transposition qui a apporté des changements assez importants. Le législateur a donc assez rapidement pris l'option de transposer la directive dans la sauvegarde accélérée, dans la procédure de sauvegarde accélérée qui est celle qui correspond donc aux critères posés par la directive et qui était une contrainte pour les États membres d'offrir à tout débiteur une procédure qui réponde donc aux conditions de la directive et des plans de restructuration.
Pour les plans de sauvegarde et de redressement, en dehors de la sauvegarde accélérée, eh bien, le législateur français a choisi donc de poser des seuils relativement importants qui vont limiter l'application des mécanismes issus de la directive. Est-ce que ce choix était le bon? On peut déjà s'interroger. Est-ce que ce choix était le bon de choisir la sauvegarde accélérée qui, vous le savez, en droit français, fait couple avec la conciliation, puisque c'est lorsqu'une conciliation ne pourra pas aboutir que l'on pourra se tourner vers une sauvegarde accélérée pour finalement faire appliquer dans le cadre de cette procédure l'accord de conciliation qui n'a pas pu aboutir dans le cadre de la conciliation. Il me semble que c'est évidemment un choix qui correspond aux objectifs que s'était fixé le législateur de ne pas trop perturber le droit français, puisqu'on le sait, depuis que la sauvegarde accélérée existe, elle a été quand même peu appliquée en France et elle sert plutôt finalement de mécanisme incitatif pour faire réussir la conciliation. Donc, c'est un point évidemment important, mais le premier dossier, enfin le dossier en tout cas dont j'ai connaissance, s'inscrit dans ce cadre-là. Il s'inscrit dans le cadre donc d'un passage d'une conciliation à une sauvegarde accélérée pour bénéficier des nouveaux mécanismes de la transposition. Concernant ensuite le deuxième point que je voulais aborder, c'est les parties affectées, la constitution des classes. C'est évidemment un point central dans la transposition. Alors évidemment, la première question qui peut se poser, c'est être ou ne pas être une partie affectée dans la procédure. Le droit français a donc ici intégré, bien sûr, la notion de partie affectée qui diffère de celle que nous connaissions dans les comités de créanciers, où finalement les trois catégories qui étaient celles des établissements de crédit, des fournisseurs et des obligataires étaient bien cernées. La notion de partie affectée, évidemment, ouvre les possibles. De ce point de vue, le législateur français a saisi certaines des options que lui offrait donc la directive. Le changement peut-être le plus important en droit français est l'entrée des détenteurs de capital dans les classes de parties affectées. Évidemment, jusque-là, les associés, les actionnaires n'étaient pas des parties prenantes, du moins évidemment dans les comités. La directive donnait une option, soit avoir une disposition qui va empêcher les détenteurs de capital de rendre difficile de façon déraisonnable l'adoption du plan, donc des hypothèses que l'on connaissait déjà en droit français de textes comme l'article L 631-19-2, des textes très compliqués à rédiger. Et donc le législateur français a choisi de créer donc une classe, une ou plusieurs classes de détenteurs de capital. Alors sous une formule un peu particulière, puisque le critère qui est retenu est celui donc des membres des assemblées en droit français. Donc la définition du détenteur de capital passe par la participation aux assemblées. Et donc de ce point de vue, on va pouvoir évidemment avoir une ou plusieurs classes de détenteurs de capital, à condition bien sûr que le plan, dans sa version donc, qui sera soumise aux classes, touche aux droits des détenteurs de capital, propose des modifications de capital ou des modifications des statuts. Donc c'est, je crois, et les praticiens peut-être dans cette salle pourront réagir, c'est évidemment un changement important en droit français.
Ensuite, il y avait dans la directive une option concernant le traitement des salariés. De ce point de vue, pas de surprise. Le droit français a décidé de laisser les créanciers hors des classes de parties affectées et donc de ce point de vue de maintenir le système qui existait, avec quand même une difficulté, ou du moins peut-être un changement. Les salariés n'étant pas des parties affectées, l'AGS, lorsqu'elle est subrogée, va également ici sortir du plan. Il y a des discussions actuellement sur la portée notamment des règles en matière de plan concernant l'AGS qui sont assez techniques. Je n'entrerai pas dans ces questions. L'autre point, donc, une fois qu'on a cerné la notion de parties affectées, c'est la constitution donc, des classes de parties affectées. De ce point de vue, c'est une place centrale, évidemment, qui est donnée dans les plans de restructuration au vote des classes de parties affectées. Je voudrais simplement souligner quelques points aujourd'hui. Premier point, dans les entreprises PME, la directive permettait de constituer une classe unique. C'est une question qui, à un moment, était évoqué en droit français, mais finalement qui n'a pas été retenu. Donc, même dans les entreprises de taille plus modeste, il pourra y avoir une multiplicité de classes. Ensuite, les critères de constitution de ces classes, c'est là très certainement que l'évolution en droit français est la plus marquante, puisque comme je vous le disais, il y avait des comités de créanciers relativement encadrés, et on a là une expérience qui nous a montré que ça n'a pas soulevé de difficultés, le classement dans les comités de créanciers qui se faisait en fonction de la qualité du créancier. Le passage aux classes et le passage au fait que l'on va désormais apprécier la nature des créances et non plus la qualité des créanciers change la donne. On le sait, la directive consacre un critère qui est celui de la communauté d'intérêt suffisante. Et de ce point de vue, le droit français a apporté sa touche en précisant qu'en France, ça serait donc ici une communauté d'intérêt économique suffisante. Le terme n'est pas neutre et l'appréciation donc de cette communauté pour constituer les classes va certainement peut-être apporter des particularités au droit français. Et de ce point de vue, c'est vrai que, par exemple, des intérêts purement juridiques ou purement financiers ne doivent pas permettre, si on applique le texte, une réunion dans une classe autonome. Le droit français s'est aussi préoccupé des accords de subordination et il y a donc dans le droit français une classe particulière, des classes particulières à créer lorsqu'il y a des accords de subordination qui sont opposables. Dans cette constitution des classes, je voulais mettre l'accent finalement sur les nouvelles pratiques qu'elles peuvent susciter, avec un premier point que je voulais souligner aujourd'hui, c'est bien sûr le rôle majeur qui est accordé aux administrateurs judiciaires en droit français dans la constitution des classes. Les administrateurs judiciaires auront donc la charge de constituer ces classes dans des conditions qui sont quand même évidemment précisées en détail dans l'ordonnance, mais ici, ils vont pouvoir donc laisser cours à leur imagination peut-être, à leur créativité certainement, et le législateur leur fait confiance pour arriver à adapter ce mécanisme de la communauté d'intérêt économique dans les meilleures conditions. Donc on le voit ici, le droit français, alors
évidemment, les administrateurs avaient déjà la main lorsqu'il s'agissait de constituer des comités de créanciers, mais je crois vraiment que leur rôle sera beaucoup plus important hein, aujourd'hui. Et de ce point de vue, ça me permet donc de vous donner l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, d'une conciliation qui passe en sauvegarde accélérée. C'est un dossier qui relève du secteur de l'énergie, notamment de l'énergie verte, avec ici une start-up qui s'est lancée dans ce domaine-là, qui comporte 170 salariés, qui appartient à un groupe de sociétés, qui rencontrent des difficultés structurelles importantes en raison, évidemment, notamment des bouleversements aujourd'hui dans le secteur de l'énergie, et qui, donc, a souhaité mettre en place une conciliation et qui débouche, donc, sur une sauvegarde accélérée. Et dans ce dossier, on voit à l'œuvre le travail des praticiens hein, de l'insolvabilité. Dans ce dossier, 8 classes de parties affectées différentes ont été constituées, avec notamment une distinction qui a été faite selon, eh bien, évidemment, l'importance des créanciers dans le cadre de cette sauvegarde accélérée, avec des créanciers jugés indispensables auxquels on va évidemment accorder une situation plus favorable. Les créanciers publics ont été compris dans cette sauvegarde accélérée. Il y a une classe ici concernant les créanciers publics. Ensuite, il y a eu une distinction concernant les banques entre évidemment les banques qui sont ici sous PGE avec la garantie de l'État, des banques ordinaires qui auront un traitement un peu moins favorable. Également, il a été décidé de créer une classe de petits créanciers dont la créance n'était pas très élevée, qui étaient dans une situation un petit peu de dépendance à l'égard de l'entreprise pour leur accorder une situation plus favorable, ce qui correspond aussi à ce que prévoit la directive, hein, où elle indique, alors même si le droit français ne l'a pas repris expressément, qu'il faut s'attacher à la situation des créanciers vulnérables. Donc vous le voyez, déjà un premier dossier qui montre que finalement cette technique des classes permet une diversité qui, au plus près des besoins de l'entreprise, peut permettre hein, des regroupements. Et le professionnel avec lequel j'ai échangé avait une opinion favorable de ce mécanisme qui lui permettait dans ce dossier vraiment d'avoir une solution qui lui semblait plus adaptée. Autre point sur lequel je voulais très rapidement attirer l'attention dans l'évaluation que l'on peut faire de la transposition en droit français, c'est les risques de contentieux. Hein. C'est une difficulté qui a été soulevée dès la mise en place de la réflexion sur cette transposition, puisque la directive donnait évidemment certaines options concernant ces hypothèses de contrôle, notamment de constitution des classes de créanciers. Le droit français a choisi de purger les difficultés relatives à la constitution des classes et les contestations qui peuvent en découler, puisque bien sûr les créanciers peuvent contester leur classement, tout de suite après l'information qui sera donnée par le professionnel sur la constitution des classes qu'il a réalisées. Alors la difficulté, c'est que c'est un temps finalement de pause au sein de la procédure, puisqu'il va falloir purger ces contestations le plus rapidement possible pour ne pas entraver le mécanisme d'adoption du plan de restructuration. Et donc le droit français a mis en place un système assez complexe qui allie le juge commissaire et le tribunal dans une marche très rapide pour essayer le plus vite possible de régler ces difficultés. C'est également un point évidemment important puisqu'il a fallu
imaginer des recours à tous les stades, hein, notamment de l'adoption du plan, donc de la constitution des classes, de l'adoption du plan, de la validation du plan par le tribunal et de l'application forcée interclasse si elle intervient. Donc il y a quand même de ce point de vue un point sur lequel les praticiens sont un peu inquiets sur la multiplication des contestations. Dernier point, et je finirai rapidement, c'est l'adoption du plan de restructuration avec les deux points qui sont à l'œuvre dans cette adoption. Bien sûr, le vote des parties affectées, qui ne soulève pas en droit français de grandes nouveautés. Nous avons très largement gardé la façon que nous avions de procéder dans les comités de créanciers, excepté, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les votes des détenteurs de capital. Puisque là, il y a, je crois, une petite révolution dans cette transposition, c'est que les détenteurs de capital vont voter au sein des classes et que ce vote vaudra assemblée générale. Il n'y aura plus de réunion d'assemblée générale et que de ce point de vue, si on a des règles un peu spécifiques à appliquer, la transposition donc a aménagé à la fois les règles de vote prévues dans les autres classes et le droit des sociétés. Donc on a ici vraiment un point important puisque le tribunal va pouvoir ici finalement prendre une décision qui vaudra vote et c'est quand même la première fois en droit de l'insolvabilité mais même au-delà en droit des sociétés qu'un tribunal peut avoir un rôle aussi important. Concernant la validation du plan, le droit français a pris ici une option qui sort un peu de ce que prévoyait la directive. La directive avait conçu la validation du plan comme un mécanisme qui ne s'appliquait que si certains points étaient présents dans le plan qui était présenté, notamment dans le but de protéger les créanciers dissidents, d'opérer un contrôle lorsqu'il y avait de nouveaux financements et également dans le cas où il y avait une restructuration sociale importante. Donc il était possible que la validation du tribunal ne soit pas systématique. Le droit français a pris l'option d'une validation systématique marquant ainsi sa volonté de conserver un rôle important au tribunal dans le cadre de cette validation. Le droit français a ensuite, bien sûr, intégré les critères de contrôle qui sont posés dans la directive, avec un critère, il a déjà été abordé, qui est quand même assez nouveau en droit français, qui est le Best Interest Test, qui doit désormais ici être un point important de vérification que doit faire le tribunal. Mécanisme donc quand même assez nouveau dans la pratique des tribunaux et on a parlé tout à l'heure des juridictions compétentes pour les sauvegardes accélérées qui sont ouvertes à tous les débiteurs, eh bien sont généralement les tribunaux de commerce qui vont être en charge de ces dossiers. Pour la sauvegarde et le redressement, les mécanismes de classe de parties affectées étant réservés à des grandes entreprises, ce sont les tribunaux de commerce spécialisés qui seront donc compétents en droit français. Dernier point, il a déjà été abordé, donc je peux finir rapidement, l'application forcée interclasse. Bon, donc ça c'est effectivement un mécanisme qui était parfaitement inconnu du système français. La directive donnait des options qui pouvaient être ici choisies par les États membres. Premièrement, il y a une question qui s'est posée, qui a été d'ailleurs discutée assez longuement dans le cadre de la réflexion sur la transposition, c'est fallait-il systématiquement un accord du débiteur pour pouvoir mettre en œuvre ce mécanisme. Alors dans la sauvegarde, il a été choisi, c'est aussi la logique de la sauvegarde, laisser la main au débiteur, que l'accord du débiteur soit impératif. Les règles ont été amendées en redressement judiciaire. Ensuite, il était également possible de renforcer le nombre
nombre de classes qui donc doivent avoir voté le plan pour pouvoir faire cette application forcée interclasse. Le droit français a conservé le chiffre d'une seule classe à condition qu'elle ne soit pas une classe de détenteur de capital ou une classe qui serait out of the money. Donc, de ce point de vue, des règles qui sont ici un petit peu particulières. Et je constate, puisque Elisabeth ou Andreas l'ont souligné, que comme en droit allemand et en droit néerlandais, nous avons également retenu la priorité absolue lorsqu'il s'agit ici de mettre en œuvre certains des critères de l'application forcée interclasse. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit forcément pour favoriser les créanciers, mais peut-être pour pouvoir utiliser les dérogations qu'offre la priorité absolue, dérogations qui ne sont pas possibles avec la priorité relative. Et dernier point très spécifique du droit français, c'est la protection des détenteurs de capital dans les mécanismes de cross-class cram-down, puisque il y a toute une partie du texte sur l'application forcée interclasse qui, d'une part, exclut la possibilité d'utiliser ce mécanisme dans des entreprises de taille moyenne. Alors la directive le permettait dans ses considérants et nous avons choisi cette option. Et de toute façon, si l'on peut faire une application forcée interclasse qui s'applique aux détenteurs de capital, elle doit préserver leurs droits, puisqu'il faudra toujours, s'il y a une augmentation de capital, qu'il y ait eu un droit préférentiel de souscription. Il ne faut pas que le plan entraîne une cession forcée des titres de ces détenteurs de capital. On ne peut pas leur imposer, via l'application forcée interclasse, ces mécanismes-là. Donc vous le voyez, une transposition qui, en droit français, a saisi certaines des options offertes par la directive, en a rejeté d'autres qui peut-être auraient trop perturbé son modèle. Et maintenant, eh bien, nous attendons que ce texte s'applique pour pouvoir rapidement en tirer, nous l'espérons, un bilan et avancer dans la suite de l'harmonisation européenne. Je vous remercie. Je n'ai pas de questions, mais j'aimerais bien constater quelque chose, à savoir, j'ai bien lu, ou plutôt écouté, les différents conférenciers, leurs papiers, et je me suis rendu compte qu'il y a une multitude de choses qui correspondent à tous les pays dans les plans de restructuration avant insolvabilité dans les différents pays. Le Pays-Bas, c'est le pays précurseur, mais la France et l'Allemagne sont assez comparables dans ce domaine, si j'ai bien compris. Et le sujet de notre réunion d'aujourd'hui est consacré à l'harmonisation des différents systèmes juridiques européens. Et je pense que c'est un très bel exemple que nous avons pu entendre ce matin, que l'harmonisation des lois est possible, même avec les différences nationales qui persistent, qu'on ne va pas les effacer de manière entière. On se rapproche de plus en plus et à mon avis, surtout à l'époque actuelle, c'est une très bonne information, une très bonne nouvelle. Si aujourd'hui nous allons parler de l'attribution des différentes personnes qui exécutent, il y a encore pas mal de différences, mais tout ce qui est avant l'insolvabilité, il y a quand même beaucoup de choses où les Pays-Bas, par exemple, peuvent être précurseurs, peuvent être cités comme pays précurseurs. Je peux peut-être donner encore une information supplémentaire, puisqu'en amont, on avait déjà échangé là-dessus. Les options telles que les directives ont été données aux différents pays membres, il y a eu 70 options, en fait, certaines d'entre elles sont moins importantes, beaucoup d'autres sont plus importantes. Et je pense que pour les plus importantes, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne ont choisi les mêmes options.
priority rule, par exemple, ou bien le fait de ne pas faire entrer les intérêts des employés. Cela démontre une tendance, c'est quelque chose que les directives, à quoi les directives doivent aboutir, 70 options, on aurait pu s'attendre à une diversification plus grande qui n'a pas eu lieu, mais c'est quand même un signe positif, un signal positif. Et je partage votre avis. Yeah, Elisabeth, I have another question to you. When you look at your lawyers in Holland, are they confident with the new law you have in place, or are they missing something? Because it's very difficult. As you already mentioned, they are doing since years a great promotion tour for their law. Now they're the first movers, but it's very difficult to get a real understanding how successful the new law is. And we heard here what's going on in Germany. I think yes, it's a new law, but in the end we have 5 cases with the new law, yes, which means it's not very successful, yes. That's a question. I don't know whether I can answer that completely freely. Just to make one point, I know there is this tour, this WOA tour going around the world with the big law firms promoting it. The only thing is they hardly ever try to bring a case before the Dutch court now, because they don't know what we do. They're afraid. So although we had lots of cases, most of them, not all, but most of them are small companies. And they are testing the waters. And I think that's very, very brave. And all our judgments are public, even in the undisclosed procedure. We publish all our judgments. And we try to anonymize them. But I don't know, yeah, this is an audience which will understand if I use the word Kremlin watchers, because if they publish, all the lawyers are pouring over it. Ew, that's company B, which is asking for a restructuring. But what we notice is that if it's a middle to large company trying the restructuring plan, most lawyers are very capable of and very well versed in the law because they are they have an M&A practice, and lots of the things in restructuring are related to M&A, valuation of the company, the way finance documentation works and is drafted. For the smaller companies, we are grappling with the fact whether we should have the same standard of information and valuation and legal expertise or legal information to the court as for the really large companies. Because if you ask a small company to have a valuation report by an independent valuator, you need to have a lawyer and an expert and everything, it's far too expensive. And we want to have a low threshold to enter into this restructuring scheme. That was the idea behind the whole law, is that it is admissible, it is to be used not only for the big companies but the small companies. So what we notice is that we do try to give, at least in the first 1 or 2 years, guidance to lawyers from small companies to enable them to repair mistakes they make or gaps they leave in their documentation and everything. They get a chance. And we hope by showing it that the level of the small law firms will rise up to the standard we really want. So I think most of them do understand it, but have to learn how to apply it in practice and how to bring it before the court. And the big law firms, yeah, there's no problem. I mean, they flood you with information. Yeah?
one last word. It's good for me to hear that there's this promotional tour because I'm going to look for some other judges to sit in the pool. But be careful with what they say. I mean, we're good, but we're human. And there's one other thing before I close. I said there's no appeal. There is the possibility of cassation in the interest of the law. And we had one question to the Supreme Court concerning the fact that whether we should take arrears in pension payments, whether we could put it under the WOA and the restructuring, or whether it falls under the exception of employees' rights. And in the Netherlands, we pride ourselves that the whole process can be wound up in 4 to 6 months if you ask and we can ask preliminary question. That's what we did with the pension payments. If you ask that, then you have a delay of 3 to 4 months. So that is a kind of hurdle to take for the court because it slows down the process considerably, and that might, in the end, mean that the whole plan collapses. So that's why we prefer to use the cassation in the interest of the law, which we haven't used yet.